parler maintenant un peu moins d'agroécologie au sens technique, mais plutôt de ce qui se fait sur le terrain dans le canton de Vaud. Donc l'agroécologie, moi je l'entends, alors il y a plein d'acceptions comme on a vu un petit peu, moi je l'entends comme une agriculture qui soit à la fois écologiquement rationnelle, économiquement viable et socialement stimulante. Donc dans le cadre du projet de paysan à paysan, on est allé voir si et comment cette agriculture existe dans le canton de Vaud. De paysan à paysan est un projet qui a été mis sur pied par 3 camarades et moi-même dans le cadre de la formation de conseiller en environnement du VVF. Donc c'est une formation qui est très axée sur la communication et la gestion de projet. Et puis nous avions envie de faire un projet qui soit vraiment sur le terrain, qui aille au-devant d'une certaine population qui est souvent un peu délaissée des spécialistes en environnement, à savoir les paysans. Donc notre toute première envie était de faire quelque chose qui aille un peu dans le sens du décloisonnement des savoirs. Moi j'avais l'impression que c'était très cloisonné entre agriculture conventionnelle, bio, biodynamie, permaculture, etc. Donc le but était un peu d'aller voir comment les savoirs pouvaient circuler entre ces différentes écoles. Et puis au fil des discussions préliminaires qu'on a eues au moment de monter le projet avec de nombreuses personnes, notamment les gens qui allaient devenir nos partenaires comme le RAID, ou unitaire ou bio-vaud, cette notion d'agroécologie s'est pas mal imposée on a ressorti que c'était un peu la promotion de l'agroécologie qu'il fallait un peu mettre en avant, mais on a toujours vu l'agroécologie plutôt comme un cadre de notre projet et puis pas comme une nouvelle étiquette à aller ramener vers les paysans, et finalement on a très peu parlé du terme d'agroécologie directement avec les agriculteurs, même si c'était toujours un peu l'idée de base. Donc le projet de paysan à paysan s'est déroulé en 3 temps, enfin un peu simultanés, mais 3 volets différents. Donc un volet d'investigation en fait, qui allait au-devant des paysans pour mieux comprendre quelles sont leurs motivations, quels sont leurs besoins, quel est le sens qu'ils donnent à leur métier. Ça, c'est une enquête, un travail d'investigation qui finalement peut être utilisé par n'importe qui aurait envie de faire un projet axé environnement, mais dans le monde agricole. Le deuxième volet était l'aspect mise en réseau, qui était plutôt l'idée de base de faire circuler les savoirs entre les paysans. Aussi dans une approche qui soit un peu plus transversale, un peu plus horizontale, et pas forcément partant toujours dans l'agriculture. C'est quand même beaucoup, il y a les écoles d'agriculture, il y a les ingénieurs, les agronomes, etc. Et là c'était de faire des transmissions de savoir un peu plus transversales. Et puis le troisième volet, c'était la valorisation de ces savoir-faire, la mise en lumière de ce que font ces paysans. Donc pour la première partie, on est allé rencontrer 24 paysans du canton de Vaud qu'on a interrogés sur la base d'un questionnaire qu'on a mis en place avec le RAID, où il y avait une partie formelle en fait, qu'est-ce qu'ils font comme type d'agriculture, la taille du domaine. On est allé voir des agriculteurs de toutes les obédiences, donc on n'a pas ciblé vraiment. Le but était de voir un peu la sensibilité environnementale de chacun aussi. Et puis on a analysé, alors on a au final une 50aine d'heures de rush parce qu'on a filmé tous ces entretiens, donc on se retrouve avec une montagne d'informations qu'on a regroupé dans un énorme fichier Excel qui est en partie exploité mais toujours exploitable aussi. Et puis sur cette base-là, on a analysé certains aspects, donc surtout les aspects des freins, des besoins et des motivations pour les paysans. Et pour la mise en réseau, on a établi un répertoire de tous ces paysans qu'on a vus avec leurs différentes pratiques, de quelle école où ils sont, etc. On a diffusé, on a fait circuler ces informations entre tous les paysans qu'on avait vus afin qu'ils puissent se contacter. On a également organisé une visite de champ sur le thème de la biologie du sol.
Donc voilà, mais finalement l'aspect mise en réseau a pris moins d'importance que ce qu'on imaginait par rapport à l'aspect valorisation, mise en lumière. Donc on a, ce qui était prévu à la base, c'était de faire quelques portraits au fait vidéo sur la base des entretiens organisés. Donc on a réalisé 6 portraits vidéo et 6 portraits texte et photo qui ont été diffusés par plusieurs biais différents, les vidéos beaucoup sur internet et les portraits texte aussi, et là dans le journal d'Unitaire. Donc à la base on voulait s'adresser principalement aux paysans, donc le but était vraiment d'utiliser les réseaux de paysans, et puis on pensait qu'on allait mettre en avant certaines techniques, certains modes de culture, etc. Puis en fait, assez vite on s'est retrouvés nous-mêmes assez fascinés par tout ce que les paysans avaient à raconter. Je peux déjà faire une petite parenthèse en fait sur le fait, sur l'accueil qu'on a eu de la part des paysans. Nous, on nous avait dit, surtout en venant du WWF, mais allez voir des paysans comme ça pour leur parler d'écologie, ils vont vous rigonner, etc. Et puis en fait, vraiment pas du tout. L'entier des paysans qu'on a vus, il y en a un ou deux qui ont refusé de nous recevoir, mais la plupart étaient plutôt enchantés de pouvoir parler de ce qu'ils font, ont vraiment plein de choses intéressantes à raconter. Et, voilà, nous du coup on s'est rendu compte qu'on était face à une masse d'informations vraiment de grande valeur et tout à fait exploitable. Donc on a décidé d'aller plus dans ce sens-là, d'axer le projet un peu plus vers la sensibilisation et d'essayer de viser un public un peu plus large que ce qu'on avait d'abord imaginé. Ce qui a vraiment fait sens quand on a commencé à bosser sur le deuxième portrait vidéo, qui est celui de Olivier Mayer, que je vous propose de regarder maintenant. C'est vraiment assez parlant, ça n'est pas une coupure du blabla. Donc Olivier Mayer, c'est un paysan qui a une quarantaine d'années, qui vit dans la Broye à Villars-Zelle, qui est un paysan tout à fait conventionnel dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il fait du laitier, il est fils de paysan, il a repris le domaine de son père, il a continué à faire du laitier. Ce qui le différencie en fait, c'est qu'il a son fils unique est autiste, et à partir de ça, il a commencé à réfléchir à l'alimentation, aux impacts de l'alimentation sur la santé, etc., etc. Et il a un peu modifié sa manière de cultiver. J'avais une part qui était assez rare conventionnelle, je faisais du blé normal. Puis j'avais un tout petit part de blé comme ça, c'était pour mon pain, c'était pour moi. Si tu veux, je voulais moi, en tant que paysan, me réapproprier ma nourriture. Parce qu'il faut commencer par là, le paysan. Il n'a plus que du gazon autour de la baraque, les gens ils vont tout acheter ailleurs. Moi j'ai des copains qui font plus de 200-300 tonnes de blé. Ils ne consomment jamais un grain de leur propre production. Là, déjà, il faut que j'arrête, tu vois. Si tu veux, tu vois, ce cas-là, ça c'est un copain d'Isère. Il m'a donné 5 grammes de semences recyclées. T'as vu, non? Là, je suis parti avec 5 grammes. Ça veut dire, ça tient, tu vois, ça. Avec une poignée de grains, j'en suis arrivé là. Puis même si j'aurais voulu en voir plus, j'en aurais fait 4, 5, 6 fois ça. C'est formidable, hein. Ça, c'est des blés qu'on trouvait déjà dans les amphores de l'âge des stations lacustres de Châtel. Donc, on pourrait estimer que c'est des blés qui ont entre 6 et 8 000. Et puis Montélimar jusqu'ici, jusqu'au nord, parce qu'on est intégré avec la pierre, on a à peu près un réservoir de 800 kg. Là, si je sors 2000 kg ou 4000 kg hectare. Ici, un blé moderne, je sors 10 000 kg hectare. Le blé moderne, il a 20% de protéines assimilables. Celui-là, il en a 80%. Donc, à la fin, l'apport nutritif qu'il y a eu pour le corps,
il est beaucoup plus riche avec un hectare de ça, un hectare de blé moderne. Même qu'il y a 6000 kg de moins sur un hectare. Et en plus, j'ai pas mis d'azote. Quand on sait que pour 1 kg d'azote, il faut 2 litres de pétrole. Je n'ai pas mis aucun pesticide, rien du tout, il n'y a rien. Là, tout d'un coup, j'étais dans un champ, et là, j'ai eu une réflexion. Je me suis dit, comment mon grand-père faisait, parce qu'il a camionnné sa famille, comment il faisait sans engrais, sans traitement, tout ça, et ses blés étaient pas gris. Parce qu'il faut qu'on voit normalement, les blés n'étaient pas malades. Et tu vois, ces blés sont encore gris. Et la paille, elle est très belle. Ça veut dire qu'il y a moins de maladie. Il y a de la maladie, mais il fait avec. Et celui qui est malade, ben, il va avoir du plomb, il va crever. Et puis après, il y a les autres. Si on peut ressemer les semences, j'ai vu qu'à travers, si on ressemait la semence, on avait une constante adaptation de la plante. Moi, j'évite de choisir, parce qu'il y a des paysans déjà à l'époque, au 19e, 18e, 19e siècle, qui prenaient les plus beaux épis, les maîtres grains, les maîtres bruns comme ça, qui les coupaient séparément, qui refaisaient les multiplications séparées. Moi, je ressème le mélange comme il est, puis il évolue. Donc, il y aura des croisements qui vont se faire, tous ces blés vont évoluer différemment. Moi, j'ai des blés qui mutent, quoi. Au niveau des maladies, que ce soit les pharmactères, ces maladies qu'on a à présent qui arrivent, des insectes comme ça, la plante, l'insecte va piquer comme ça, il y aura une information qui va aller se transmettre jusqu'au cœur bactérien, qui va faire qu'il y a mutation, multiplication, adaptation. Si on ressème tout le temps, si on resélectionne, puis qu'on rééloigne de ce que la nature impose, il y a des forces naturelles qui vont imposer une ligne, d'accord, ce qui va faire qu'elle va rester au milieu. Il y a l'intérêt financier qui va dire qu'il faut tant de protéines, qu'il faut ça, puis on va forcer. Donc il y a constamment la nature, tous les éléments qui sont là pour l'éradiquer, parce qu'elles ne correspondent pas au biologique, ils vont l'attaquer. Les insectes vont attaquer les plantes malades, et les bactéries vont s'attaquer. C'est une constante correction naturelle. Puis l'homme, il doit imposer sa volonté. On a vraiment des forces contraires qui font que ça ne peut pas jouer. Après, l'organisme, il ne peut pas le gérer, ces choses. Puis il les assimilera moins. J'ai pris le blé pour mon gamin parce que, vu qu'on parlait que l'autisme, ça venait des intestins, j'ai remarqué que quand je donnais ce blé farine ancienne, il avait moins de traits autistes. Il y a une descente, une diminution de ses symptômes. Quand il mange la farine, puis on en parle avec des autres, je parle pas mal, donc les gens, on discute, quoi. Les gens en ont voulu la farine. Puis les Français disaient que ça passait chez les gens qui étaient intolérants au gluten. Donc tout d'un coup, c'est parti, quoi. Les gens, ils ont pris, ils ont essayé, ceux qui étaient intolérants au gluten, ça passait. Donc manger normalement, ils me remercient de faire ça, parce que c'est des gens qui ne pouvaient plus utiliser les produits du système standard. Donc, ils ont dû changer les habitudes alimentaires, ils ont dû faire des régimes spéciaux et compagnie, parce que ça ne passait plus. Sinon, ils étaient fortement endommagés. Donc voilà, en fait, on s'est retrouvés finalement très souvent à en arriver au sens même du métier de ces gens, de ces paysans, à parler très souvent d'alimentation, de santé. Et on a vu que ce qui va vraiment motiver les paysans, ce qui est important pour eux, c'est de produire une alimentation qui soit saine, qui soit de qualité, en utilisant le moins d'intrants possible. Quand on dit les intrants, c'est généralement les produits chimiques, les phytosanitaires, etc. C'est aussi les énergies qu'on met, en fait, donc le pétrole, etc., qu'on doit apporter pour produire. Donc il y a vraiment cette satisfaction de produire le plus sain possible, une alimentation de qualité. Et puis, donc on les a interrogés après sur... sur quels étaient les freins, les limites de leur métier, qu'est-ce dont ils avaient besoin pour aller plus loin, toujours dans une optique de viser, pour nous, notre idée est pour que l'agriculture soit la plus écologique, résiliente possible. Et puis, donc on s'est vite rendu compte en fait que les problèmes de l'agriculture contemporaine
Ils sont les mêmes que dans beaucoup de domaines liés à l'environnement, c'est-à-dire qu'ils sont avant tout d'ordre structurel. La politique agricole actuelle est relativement schizophrénique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc d'un côté, elle va pousser à la productivité, mais elle n'est pas du tout, enfin elle n'est pas assez protectionniste par rapport au prix des productions indigènes. Et puis l'autre chose, c'est que par rapport à l'environnement, elle essaye d'aller dans le sens de la protection de l'environnement, mais vu d'une manière complètement séparée de la production, par le biais des prestations écologiques requises pour avoir des paiements directs, de certaines mesures des paiements directs, donc qui encouragent les paysans à cultiver de manière à sauvegarder l'environnement, mais en même temps la politique agricole ne va pas du tout assez dans le sens du bio, elle continue à pousser à la chimie, etc. Donc il y a vraiment cette espèce de schizophrénie. Je vous la fais courte, comme beaucoup d'agriculteurs vous le diront, c'est une politique qui va les subventionner pour prendre soin du paysage, mais qui, à l'inverse, va finalement les empêcher de vendre leur production à un prix juste, à leur juste valeur. Donc ça, c'est un des grands problèmes structurels liés à la politique. L'autre gros problème pour les paysans, qui est aussi structurel, il est lié, vous vous en doutez, aux pressions exercées par l'industrie agroalimentaire, par l'agrochimie et aussi par la grande distribution, que ce soit par le biais des exigences, des marges, des intermédiaires ou des absences d'intermédiaires suivant les cas, des brevets, de la chimie, des monopoles, etc. etc. Donc il y a vraiment beaucoup de freins, mais qui sont vraiment souvent très généraux. Et puis, quand on a commencé à aborder après l'autre question, puis c'était là ce qui nous intéressait le plus dans cette partie en fait, d'enquête, qui était la question des besoins, quels seraient les besoins en fait, pour ces paysans pour aller plus loin dans le sens d'une agriculture durable et plus écologique. En fait, voilà, tout revenait presque toujours à ces problèmes très structurels. Après, il y avait des besoins très concrets, mais il y avait peu vraiment de choses qui sont ressorties. C'est plutôt vraiment des choses structurelles. Il y a deux pistes qu'on a creusées, en fait, qui sont d'une part liées à l'enseignement. Une des choses qui est ressortie très forte, en fait, c'était la frustration des paysans par rapport à l'enseignement qu'ils ont reçu, notamment par rapport au sol. 2015 est l'année internationale des sols. Personne ne sait ce qu'est un sol, ou presque. J'exagère un peu, mais on en est plus ou moins là. Ça veut dire qu'il y a très peu de recherches sur la biologie des sols, sur comment ça fonctionne, etc. Et les paysans n'ont quasiment pas de formation là-dessus, alors que finalement, c'est quand même un peu la base de leur métier. Et ça devient de plus en plus important maintenant que les sols sont en train d'être rendus stériles par l'utilisation des produits chimiques. Donc là, il y a vraiment un gros besoin de savoir et de transmission de connaissances par rapport à ça, comme aussi à des méthodes de culture qui soient biologiques. Donc il faudrait vraiment, une des pistes de solution serait d'encourager une meilleure transmission des savoirs, que ce soit au niveau des écoles d'agriculture, au niveau de la vulgarisation. Donc quand on dit vulgarisation, c'est quand même quelque chose d'assez particulier qu'on appelle vulgarisation, quelque chose qui s'adresse aux professionnels. Donc la vulgarisation, c'est les cours, la formation continue pour les agriculteurs. Ils sont professionnels, ils sont agriculteurs, mais il faut quand même qu'on vulgarise pour eux. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et puis aussi encourager les échanges de savoir entre les professionnels sur les sols, la biologie, etc. La deuxième piste qui est ressortie très forte, c'est le manque en fait, d'alternatives entre la grande distribution d'une part et d'autre part la vente directe qui existe un peu, qui est déjà une bonne solution, mais qui n'est pas encore assez développée pour contrer la grande distribution. Donc c'est vraiment ce manque de possibilités là, que ce soit au niveau des échanges directement entre les producteurs et les consommateurs,
des intermédiaires qui n'appartiennent pas à des grosses chaînes, mais qui soient un peu locaux. Donc c'est là que on le verra après, je pense, avec Léonore, on aura aussi plus de réponses par rapport à ça, mais il y a vraiment aussi une demande à ce niveau-là. Ça, c'était les deux pistes qu'on a sorties. Il y a eu d'autres résultats assez surprenants par rapport à notre enquête, notamment la question de la sensibilité environnementale. Alors, tous les paysans qu'on a vus ont une sensibilité environnementale, ce qui nous a un peu surpris. Alors peut-être qu'on n'était pas très au courant, enfin on débarquait un peu comme ça, c'est qu'en fait on aurait pensé que cette sensibilité elle venait vraiment d'un amour de la nature, d'une proximité de la nature, etc. Alors qu'en fait pour une grande majorité des paysans qu'on a interviewés, la sensibilité environnementale passe par la santé, et très souvent parce qu'eux-mêmes ont été en fait victimes de la chimie, ont eu des problèmes aux poumons, etc. Donc, elles ont commencé à se réinterroger aussi sur leur alimentation. Donc il y a vraiment ce lien avec la santé qui est très fort. Et puis, pour la question des envies, on leur a aussi demandé un peu quelles sont vos envies, vos besoins et envies dans un monde idéal. Et c'est là qu'on revient à l'agroécologie, c'est en fait la question de l'autonomie. C'est en fait beaucoup de gens qui essayent de fonctionner, donc en gros ils ont le choix, on être dépendant de la grande distribution, de l'industrie, ou être dépendant de l'État grâce au paiement direct, et ils essayent un peu de composer pour utiliser le moins d'intrants possible, réussir à être autonome en termes alimentaires, etc. Et là ça s'inscrit vraiment dans la démarche de l'agroécologie. Ce qu'on a pu observer, c'est que la transition, la reconversion en bio de la part des paysans qui étaient conventionnels avant va vraiment dans ce sens-là. Si on reprend les trois principes d'une agriculture qui soit économiquement viable, là il y a un mieux pour ceux qui sont passés en bio, mais qui est lié pas mal à la politique agricole actuelle qui encourage quand même un peu ce passage-là, pas du tout par l'industrie. Pour beaucoup de paysans, produire de la viande bio par exemple par rapport à de la viande normale, si c'est pour les vendre aux grands distributeurs, ça change quasiment rien, mais il y a quand même un mieux. Par contre, alors c'est très très clair dans le sens du social, donc les agriculteurs qui sont passés en bio sentent une solidarité, se sentent soutenus, sentent qu'ils peuvent communiquer avec leurs confrères, qu'il y a moins de compétition, qu'il y a des choses vraiment stimulantes qui se passent. Et puis l'aspect écologique, il est quand même assez aussi clair dans ce cadre-là, même si il va pas forcément assez loin parce qu'il ne repense pas, c'est pas une approche assez globale. Finalement, il y a quelques paysans, notamment Eric Duc, certains des paysans qu'on a vus qui nous parlaient beaucoup plus, qui plutôt que nous parlaient d'agroécologie ou d'environnement, parlaient de la paysannerie comme ils l'avaient vécu enfant, comme leurs grands-parents le faisaient, qui était finalement plus autonome, avec des pratiques diversifiées, une utilisation du domaine plus cohérente par rapport aux différents enjeux, etc. Et donc, il y a un côté un peu retrouver une certaine autonomie, réussir à fonctionner avec ce qui est à disposition sans vouloir rentrer dans le système.